Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e épisode des Chroniques de Youssef Indy. Le thème d'aujourd'hui est un thème important, d'actualité mais aussi de fond. C'est la guerre contre la Russie et l'état d'exception. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo pour voir comment soutenir la chaîne sur Tipeee et PayPal pour la pérennité de cette chaîne. Aussi, abonnez-vous, likez, partagez pour augmenter la visibilité de cette chaîne. Et je remercie déjà les contributeurs de cette chaîne qui permettent de poursuivre sur la durée et chaque semaine. Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui, il est complexe. En réalité, vous allez le voir, mais je vais essayer de simplifier au maximum pour essayer de vous faire comprendre tout le discours alarmiste sur la guerre contre la Russie qui dure maintenant en fait depuis plusieurs années et le pourquoi de la volonté des Européens, notamment d'Emmanuel Macron, de poursuivre cette guerre, même si elle se poursuit de façon virtuelle. Et c'est là que l'état d'exception, le concept d'état d'exception va nous permettre de le comprendre. Alors d'abord, comme je l'ai déjà expliqué, aux États-Unis, il y a une guerre civile froide au sommet de l'appareil d'État, et je dirais même au sein même de l'État profond, avec au moins deux factions qui ont des visions de la géopolitique diamétralement opposées et deux stratégies diamétralement opposées. On a vu avec la précédente administration qui était à la fois, comme je l'ai déjà expliqué ici, à la fois globaliste et néoconservatrice, les deux, d'où la volonté de maintenir l'hégémonie mondiale et de faire la guerre de diverses façons aux grandes puissances qui émergent, à commencer par la Russie, toute puissance qui maintient le monde multipolaire, c'est-à-dire le monde actuel, et qui empêche la domination globaliste totale, puisque le globalisme a besoin d'un centre de pouvoir, d'un hégémon surpuissant, à savoir les États-Unis, pour se réaliser. Et les néoconservateurs, qui sont des idéologues belliqueux, eux veulent poursuivre ces guerres, en fait, depuis George W. Bush, en fait, depuis l'administration George W. Bush, pour empêcher, comme je l'ai dit, l'émergence de toute puissance ou le maintien de toute grande puissance, avec des projets notamment de la Rand Corporation liés au Pentagone, voulant diviser la Russie en 12 régions et se partager les ressources naturelles de la Russie. Et donc avec Donald Trump, on a une autre stratégie qui est celle des grands espaces, la géopolitique de grand espace que j'ai déjà expliqué ici dans les premiers épisodes, donc je ne vais pas y revenir. Donc par conséquent, ce qu'on voit aujourd'hui, l'opposition de ces deux factions aux États-Unis se répercute sur l'Europe. L'Europe qui est dirigée par des globalistes néoconservateurs, pour faire court. L'Union européenne et à la tête des principaux États de l'Union européenne. Et l'administration Trump est aux prises avec ces factions-là, qu'ils ont réussi à vaincre, du moins temporairement, durant la dernière élection, mais qui se maintiennent au pouvoir en Europe. D'où la dichotomie des géopolitiques états-unienne de l'administration Trump et des États européens. Maintenant, il faut revenir en arrière pour comprendre la situation actuelle. Certes, il y a un bouleversement, disons, idéologique et politique aux États-Unis actuellement, mais la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec cette narration, ce que les Anglais appellent le storytelling, autour du danger que représenterait la Russie, etc. Ce narratif s'explique par une crise profonde que traversent les pays, les États occidentaux,
crise de régime, crise économique, crise de légitimité, des sujets que j'ai déjà abordés dans de nombreux ouvrages, notamment celui-là, donc je ne vais pas y revenir, mais cet ouvrage nous servira de base pour cette vidéo. Et d'autres ouvrages que je vais vous présenter également. Et donc pour faire court, ce qu'on appelle les démocraties libérales, qui sont entrées en crise du fait notamment de la montée en puissance de groupes oligarchiques qui ont investi l'appareil d'État et qui utilisent l'appareil d'État pour s'enrichir et appauvrir les peuples occidentaux, ces pouvoirs-là se trouvent de plus en plus délégitimés et ne peuvent plus accepter la démocratie libérale, qui d'une certaine façon leur a permis d'arriver au pouvoir. Par conséquent, ils sont obligés de rigidifier le système et de passer dans des systèmes quasiment totalitaires en fait, mais qui ne disent pas leur nom. Et en fait, on a eu des étapes successives que je décris dans mon ouvrage « La guerre des États-Unis contre l'Europe », qui est paru en 2023, qui a commencé avec l'époque Sarkozy, qui avait transféré une partie de la gendarmerie sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, qui en 2007, avec le traité de Lisbonne, a en fait violé le suffrage des Français lorsqu'ils avaient refusé en 2005 la Constitution européenne. Il a intégré plus encore la France dans le système hégémonique américain, et ainsi de suite, et toute une politique économique de libre-échangisme et de financiarisation qui a aggravé la paupérisation des classes moyennes, pour faire court. Et donc, pour prévenir une révolte, eh bien, le système a commencé à se rigidifier des années avant les bonnets rouges et des années avant les gilets jaunes. Vous avez eu par exemple en 2011, alors tout ça c'est documenté dans l'ouvrage, en 2011 un décret autorisant la police à tirer à balles réelles sur la population en cas de manifestation violente. Puis il y a eu un amendement à ce décret de 2011 sous François Hollande, et puis des tentatives de modifier la Constitution, déjà à l'époque de Sarkozy. En 2008, je crois que c'était la commission Balladur, qui a voulu modifier l'article 16 et 36 de la Constitution, et François Hollande a essayé aussi en 2015-2016 de modifier ces articles de la Constitution qui sont liés à l'état d'exception, donc les pouvoirs exceptionnels du président, l'article 16, et l'état de siège, l'article 36, qui transférerait le pouvoir à l'armée en cas d'état de siège. Voilà. Et c'est dans cette même période, François Hollande, que la France est entrée dans un état d'exception permanent. Ce que vous connaissez mieux sous le vocable d'état d'urgence. Alors il y a eu l'état d'urgence à partir de fin 2015, état d'urgence terroriste, puis il y a eu l'état d'urgence sanitaire qui a pris la suite, et aujourd'hui, alors on n'est pas officiellement légalement dans un état d'urgence, mais c'est comme tel, un état d'urgence du fait de la guerre, entre guillemets, contre la Russie. Donc depuis près de 10 ans, la France est dans un état sous un régime d'exception, d'une certaine façon. Et on l'a vu avec avec le Covid, l'enfermement d'un pays tout entier, pas seulement de la France, le contrôle vaccinal, passe sanitaire, contrôle de la circulation, etc., etc. Alors, il faut revenir sur cette notion d'état d'exception, il faut revenir à son origine, qui est la République romaine. Alors, l'état d'exception se distingue de la dictature. L'état d'exception, qui était appelé par les Romains le justitium, qui signifie littéralement suspension du droit, arrêt et suspension du droit,
était causé par ce qu'ils appelaient le tumultus, c'est-à-dire le tumulte, insurrection violente, guerre extérieure ou guerre civile. Et donc dans ce contexte-là, le Sénat romain était informé de la situation et il émettait un senatus consultum ultimum, pardonnez mon latin, décret ultime du Sénat par lequel il demandait aux consuls et à ceux qui les remplaçaient en cas de vacance du pouvoir, et aux prêteurs et aux tribuns de la plèbe, de faire tout le nécessaire pour préserver le salut de l'État. Donc c'était une période, le tumultus, de mise en danger de l'État romain. Voilà, le justitium. Et l'état d'exception, c'est cela, c'est le justitium. C'est la suspension du droit et la suspension de la Constitution en cas de danger de l'État. Mais le problème que l'on a actuellement, depuis une dizaine d'années, avec les états d'urgence successifs, terroristes, Covid, etc., c'est que on crée d'ailleurs François Hollande l'a dit dans une interview quand il était encore secrétaire général du Parti socialiste, en disant qu'on crée des dangers imaginaires, à savoir le terrorisme. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de François Hollande, pour justifier un état d'urgence et ne pas avoir à faire face aux responsabilités politiques et sur son bilan économique. L'erreur, à mon avis, qui a été commise par la ministre de l'Intérieur a été de théoriser, à partir de je ne sais quel livre ou je ne sais quel comportement ou de réseau supposé, de théoriser l'existence d'une gauche ultra-gauche, dont il faudrait absolument mettre hors d'état de nuire ces prétendus doctrinaires ou exécutants. C'est ce qu'on voit actuellement. Alors je vais vous citer une définition, je vais vous citer Giorgio Agamben, qui a écrit un ouvrage important sur le sujet, État d'exception, Giorgio Agamben aux éditions Seuil. Giorgio Agamben est un philosophe, je dirais plutôt anarchiste d'origine, et qui est italien, qui est toujours vivant et dont la pensée est extrêmement stimulante et qui répond justement aux situations que l'on traverse actuellement. Donc dans cet ouvrage, État d'exception, il donne une définition synthétique de ce qu'est l'état d'exception. L'état d'exception, dit-il, ne se définit pas, selon le modèle dictatorial, comme une plénitude de pouvoir, un état pléromatique du droit, mais comme un état kénomatique, un vide et un arrêt du droit. C'est-à-dire que en cas de déstabilisation du pouvoir, en cas de crise, en cas de désordre, le Sénat donnait les pleins pouvoirs à un dictateur pour rétablir l'ordre. Ce dictateur agissait, d'ailleurs comme l'explique Machiavel, agissait dans le cadre du droit. Il ne pouvait pas modifier le droit, il ne pouvait pas modifier la Constitution. Il agissait, donc il avait un maximum de pouvoir, mais il agissait dans un cadre légal. Il avait une mission, rétablir l'ordre, et il avait un mandat de 6 mois, renouvelable, pour rétablir l'ordre. Et si il parvenait à rétablir l'ordre avant la fin du délai, eh bien, il quittait le pouvoir. C'était ça le dictateur. Alors que dans le justitium, ce que je vous ai expliqué, en fait, on suspend le droit, on suspend en fait toutes les entraves de pouvoir aux magistrats. Et donc, ils ont un pouvoir véritablement illimité, qui renvoie même à un pouvoir divin. Alors ça, je développe aussi dans l'ouvrage, pour ceux qui veulent creuser, ou alors ceux qui veulent vraiment se creuser cette question spécifique. Il y a, alors je ne l'ai pas sous la main, l'ouvrage de Carl Schmitt, Théologie politique. Et Carl Schmitt avait
avant la rédaction de Théologie politique, donc un an avant, on est en 1921 là, publié cet ouvrage, La dictature, dans lequel tout de même Carl Schmitt confondait volontairement la dictature et l'état d'exception. Volontairement, parce que ça s'explique par le contexte historique et les motivations politiques de Carl Schmitt. C'était à l'époque de la République de Weimar, et lui voulait contribuer à l'établissement d'un régime présidentiel fort en Allemagne pour sauver l'État, en fait. Puisque, en fait, la République de Weimar était un État faible, avec beaucoup de lacunes, et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, non, je ne l'ai pas sous les yeux. Désolé, Théologie politique. Pour ceux qui s'intéressent véritablement à ces questions-là, je vous invite à le lire. Mais comme je vous l'ai dit, le problème que l'on a actuellement, c'est que on a une oligarchie au pouvoir qui crée des dangers imaginaires pour justifier l'état d'exception. On l'a vu avec la période terroriste, c'est-à-dire que sous prétexte de lutte contre le terrorisme, qui est normalement une affaire de police, d'enquête très ciblée, on a mis sous surveillance, en tout cas on a légiféré pour pouvoir mettre sous surveillance toute la population. En fait, c'est un prétexte liberticide. Et puis ensuite, on a eu l'état d'exception, l'état d'urgence sanitaire avec le Covid. Sous prétexte d'une lutte contre un virus dont le taux de létalité était extrêmement bas, on a mis en quarantaine toute la population, on a détruit l'économie, et on a en fait suspendu le droit pour s'octroyer tous les pouvoirs. C'est-à-dire que les décisions d'Emmanuel Macron depuis se font à l'Élysée, et l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement des décisions d'Emmanuel Macron. Donc en fait, on est dans un état totalitaire. On a toutes les caractéristiques là de l'état totalitaire. Donc on a un état d'exception qui est fondé sur une narration, un ennemi imaginaire, un danger imaginaire. Là aujourd'hui, c'est la Russie va aller jusqu'en France. C'est ça en gros ce qu'on nous dit. On nous dit que si on abandonne entre guillemets l'Ukraine, si on accepte la paix en Ukraine, eh bien il s'attaquera à d'autres pays, la Pologne, etc., etc. Donc on met en place un narratif, une peur permanente depuis une dizaine d'années pour neutraliser les peuples européens, parce qu'à un moment donné, il faut bien rendre des comptes sur son bilan économique. Et comme vous l'avez remarqué, on ne parle plus du bilan politique et du bilan économique, et même au niveau des libertés. On ne s'interroge même plus. On est tellement noyé sous les menaces perpétuelles. Je veux dire, il y a eu un enchaînement. Le terrorisme a laissé la place au Covid. Le Covid a laissé la place à la guerre en Ukraine. On n'a pas eu le temps de véritablement souffler et de faire un bilan politique sur le mandat d'Emmanuel Macron et on peut même parler des mandats. Bon, là, c'est son deuxième mandat, mais il est dans les cercles de pouvoir. Il a les leviers de pouvoir depuis 2012, c'est-à-dire secrétaire général de l'Élysée, ministre de l'économie, etc. Donc, cette notion d'état d'exception est extrêmement, extrêmement importante. Voilà. L'état d'exception est utilisé aujourd'hui pour mener la guerre au peuple, et non pas pour le protéger ou protéger l'État. C'est une façon de protéger l'oligarchie qui a investi l'appareil d'État. J'espère que c'est suffisamment clair. Je sais que c'est des notions un peu complexes, mais j'ai essayé d'aller au plus simple. Maintenant, comment on s'est retrouvé dans cette situation-là aussi ? Il faut prendre du recul historique. Bon, 20 ans, hein, c'était hier, 20-25 ans, l'arrivée des néoconservateurs au pouvoir. Et prendre un peu de recul aussi géopolitique.
aux États-Unis, en 2000, avec l'élection de George W. Bush, on a eu un coup d'État. C'est pas moi qui le dis, c'est Wesley Clark, ancien général de l'armée américaine et commandant suprême des forces de l'OTAN. What happened at 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy and they never bothered to inform the rest of us. Qu'il a dit, les néoconservateurs ont fait un coup d'État en 2001, donc il y a eu un premier vol de l'élection, hein. Vous verrez là aussi, tout est documenté dans mon ouvrage que je vous ai présenté, La guerre des États-Unis contre l'Europe. Puis en 2001, avec les attentats du 11 septembre, eh bien, cet acte terroriste a permis un coup d'État des néoconservateurs aux États-Unis, et depuis, ils n'ont plus lâché le pouvoir. Parce que même avec les administrations de Donald Trump, aujourd'hui moins que durant la première administration Trump, on retrouve des néoconservateurs. Et des fois, c'est des néoconservateurs qui ne sont absolument pas connus et qui continuent à agir, notamment dans l'équivalent du ministère de l'économie, le Trésor. Vous avez des membres de la haute administration qui ont été extrêmement actifs durant le mandat de Trump, qui sont issus de banques comme Goldman Sachs et des milieux néoconservateurs pro-israéliens fanatiques, et qui ont continué à agir sous le mandat de Trump. Donc là-dessus, c'est très net. Ce coup d'État par l'acte terrorisme s'est maintenu par la guerre internationale contre le terrorisme, lancée par les États-Unis. Et cette guerre contre le terrorisme a imposé l'état d'exception à l'échelle occidentale, puisque la guerre contre le terrorisme menée en France, qui a conduit à l'état d'urgence terroriste, donc l'état d'exception, est la conséquence directe de la politique antiterroriste des États-Unis à l'échelle mondiale. Donc en fait, ils ont imposé un état d'exception à l'échelle occidentale, dans lequel nous sommes toujours, en fait, d'une certaine façon, et un état d'exception à l'échelle mondiale, d'une autre façon, puisque cette guerre contre le terrorisme a suspendu le droit international. Il n'y a plus de droit international. Terminé. Et les seuls qui agissent pour le rétablissement ou le respect à minima du droit international, ce sont des puissances non occidentales, rivales des États-Unis, notamment la Russie et la Chine. On a vu d'ailleurs l'attitude de la Chine à la Cour internationale de justice sur le cas israélien, de l'État génocidaire israélien. Donc on voit bien que les États-Unis sont la cause principale de cet état d'exception à l'échelle occidentale, et donc de cette suspension du droit, et donc même de l'état de droit et des constitutions. Donc aujourd'hui, quand J.D. Vance parle de danger en Europe, de voir la démocratie disparaître, la liberté, etc., il oublie de préciser que ça vient des États-Unis. Ce sont les États-Unis, avec leur guerre contre l'islam, parce qu'en fait, guerre contre le terrorisme, ça s'est soldé par des millions de morts musulmans et des civils. 1 million de morts en Irak, la guerre civile déclenchée en Syrie via des mercenaires, des groupes terroristes, c'est plus de 500 000 morts. La destruction de l'Irak, de la Libye par Nicolas Sarkozy et les forces de l'OTAN, donc sous les ordres des États-Unis, c'est 160 000 morts. Donc là, on est dans des chiffres, en moins de 20 ans, ils ont tué plus d'1 500 000 musulmans au nom de la lutte contre le terrorisme. Et donc ça peut aller très très loin comme ça. Si vous êtes musulman, vous êtes assimilé à un terroriste, donc on peut vous enfermer, vous tuer, etc. Donc merci les États-Unis. Donc merci les États-Unis, merci les néoconservateurs, et merci le lobby pro-israélien. Voilà. Donc d'ailleurs au passage, j'alerte mes lecteurs, le 7 avril doit paraître l'ouvrage de Dylan Papé, qui a pour titre le lobby sioniste sur les deux rives de l'Atlantique, qui est sorti en anglais l'année dernière en Angleterre, et qui va sortir préfacé par votre serviteur. Et sans parler de
du livre que je vous ai présenté la dernière fois, de Stefan Walt et John Mearsheimer. Donc il faut garder cela à l'esprit. Première séquence, coup d'État des néoconservateurs via un attentat terroriste. Cet attentat terroriste est le prétexte à la guerre contre des pays musulmans au service d'Israël, et sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Et cette lutte contre le terrorisme a imposé un état d'exception. Ça a commencé avec le Patriot Act aux États-Unis, et en fait la loi sur le renseignement qu'il y a eu en France, ce sont des versions françaises du Patriot Act américain. Et donc mise en place d'un état d'exception à l'échelle occidentale. Donc, encore une fois, je vous renvoie à cet ouvrage, notamment la deuxième partie de cet ouvrage, qui est très détaillé sur le sujet. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur ce sujet. Maintenant, quelles sont les conséquences de la guerre et de l'état d'exception ? Cette guerre qui est à la fois réelle et virtuelle, elle est réelle en Ukraine, mais elle est virtuelle en France. Mais le soutien industriel, militaire apporté à l'Ukraine implique tout de même la France, qui est d'une certaine façon co-belligérant, et la défaite militaire donc de l'OTAN face à la Russie aura des conséquences politiques, quasiment toujours. Comme je l'ai déjà dit, Karl Marx expliquait très bien que la guerre est une sorte de stress test pour l'État. La guerre teste la solidité de l'État. Donc quand vous avez des États en crise économique, crise de régime, etc., qui entrent en guerre et qui perdent cette guerre, très souvent ça se termine par une chute du régime. Donc le régime, ces États ont besoin de maintenir la guerre, du moins virtuellement, pour éviter la sanction, la conséquence politique, la conséquence historique de la défaite. Ça, c'est le premier point. Et l'état d'exception, user de l'état d'exception peut être extrêmement dangereux parce qu'il fait apparaître les faiblesses de l'appareil d'État, qui devient extrêmement fou avec une répression judiciaire complètement délirante, mais je pense qu'on en reparlera si Dieu veut dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et comme l'explique Walter Benjamin, que je cite d'ailleurs dans mon ouvrage, qui est un auteur très intéressant, il explique que, je fais court, que l'état d'exception enclenche la guerre civile. Du moins quand l'état d'exception n'est pas limité dans le temps. L'état d'exception doit être limité dans le temps pour restaurer l'ordre, ou préserver la Constitution, comme le disait Carl Schmitt. Suspendre la Constitution temporairement pour protéger la Constitution. Mais quand on est dans un état d'exception permanent, là on se dirige vers une guerre civile, c'est-à-dire une opposition de plus en plus brutale entre l'appareil d'État et le peuple. Surtout si on est dans une séquence de paupérisation de la classe moyenne, de destruction de l'économie et ainsi de suite, situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc il y a un véritable danger à la fois pour l'État et pour le peuple qui doit faire face à un État qui se rigidifie, qui devient totalitaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je pense qu'on abordera de nouveau ce sujet qui est extrêmement important. Avant de nous quitter, je vous invite à liker, partager, à soutenir la chaîne. Dans la description, vous trouverez les liens Tipeee et PayPal. Et je vous dis une fois encore, si Dieu le veut, à mercredi prochain à 18h.